Bonjour à tous, bonjour Lionel, merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Justin. Eh bien, écoute Lionel, enchanté de te recevoir. On se connaît depuis quelques temps et on a l'opportunité de t'accueillir aujourd'hui pour parler d'un truc qui te passionne, qui est le CES. Alors plus particulièrement celui de 2026 qui a eu lieu du 6 au 9 janvier cette année. Et on est encore parfaitement dans les temps pour émettre nos vœux à destination de notre audience, du public. Alors de mon côté, chez XPM en management de transition, je pense que c'est un sujet qui va intéresser à la fois nos managers de transition, DSI, CIO, CMO, directeurs de l'innovation, et puis nos clients aussi qui sont sensibles à ces sujets, où la tech a un impact business. Et puis bien sûr, en ce moment, on parle d'IA, on parle de transformation générale. Et donc, grâce à toi, on va avoir ce petit feedback de l'événement 2026. Et ce qui nous intéresse, Lionel, avec ton expérience, c'est les grandes tendances, ça va être les choses qui t'ont étonné. Mais avant de démarrer, Lionel, c'est pas la première fois que tu fais le CES et tu as une vraie vocation parce que tous les ans, tu édites le guide du CES. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui t'a amené à couvrir le CES et de ton activité? Alors le CES, moi je travaille dans l'enseignement, mais aussi dans tout ce qui est innovation et impact de l'innovation, notamment sur les usages et sur la société en général. Donc ça c'est un peu ma passion. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, donc ça remonte à un peu plus de 10 ans, on s'est dit avec un de mes collègues de l'époque qui depuis maintenant a été s'expatrier chez Capgemini. On s'est dit mais c'est peut-être un endroit où on va pouvoir observer des choses. Parce que si le CES maintenant a un peu plus de 50 ans, et que dans son nom c'est Consumer Electronics, c'est plus du tout que du Consumer Electronics déjà depuis très longtemps, parce qu'on y voit se présenter des startups, beaucoup de startups, beaucoup d'entreprises qui font autre chose que du produit électronique. Et surtout, on a vu au milieu des années 2000 la fusion du software et du hardware. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans le hard, on était dans les enceintes, les micros, les machins, les trucs. Et d'un seul coup, l'Internet est arrivé, le soft est arrivé, il est venu enrichir les offres que pouvait faire en termes de valeur perçue ou de valeur promise le soft dans des dans des produits en hardware. Et ça, c'était une vraie révolution. Et c'est ce qui a mené notamment la CTA, la Consumer Technology Association, qui promeut et qui organise le CES, d'ajouter dans l'ensemble des halls d'exposition qui sont présents un hall complètement dédié aux startups. Et cette année, et déjà depuis quelques années, on en compte entre 1200 et 1400 présentes chaque année. Alors elles ont évidemment des petites surfaces, parfois très très petites, parce qu'elles sont dans des délégations qui sont des délégations régionales, la Corée, l'Italie, la Hollande, etc., la France évidemment. Mais elles sont là souvent pour mettre en avant une brique technologique, un verrou technologique qui a été levé et qu'ils ont mis en œuvre dans une offre qui souvent est assez peu finalisée, parfois l'est, mais moyennement encore en indice de maturité. Mais c'est très intéressant d'aller chercher ces informations-là. En fait, on pourrait se dire que dans l'innovation, il y a tout un cycle qui dure sur plusieurs années et qui peut se capter à des moments très simples. Alors, je vais faire très très court. Ceux qui ont l'habitude de suivre le South by Southwest, qui est ce festival à Austin, au Texas, au mois de mars, on y parle beaucoup futur, innovation, hein, notamment par la célèbre futurologue Amy Webb qui fait tous les ans ses conférences. Et on se projette à 5 ans, à 10 ans. Quand on va au CES, on se projette plutôt à 3-5 ans. Et puis quand on va sur un salon comme l'IFA de Berlin, on se projette plus. On est sur les produits qui sont proposés à la consommation. Alors ça, c'est en général. Bien sûr, il y a des exceptions, donc il faut faire attention. Et puis c'est vrai, comme tu le dis, on a édité avec mon collègue Mathieu Deboeuf-Rouchon, donc de Capgemini Engineering. Allez, un petit drapeau. On a édité donc la 6e édition du guide de survie. Alors c'est pas le guide vraiment du CES, c'est le comment peut-on mieux préparer, mieux vivre et mieux capitaliser son CES. Parce que c'est forcément un voyage qui vous déconnecte, 9 heures de décalage. On parle pas du temps de transport en fonction des modes de transport que vous utilisez, vol direct, non vol direct, etc. Mais 9 heures de décalage, donc vous êtes déconnecté avec votre bureau parisien ou européen.
Vous avez malgré tout une flambée des tarifs de la chambre d'hôtel à cette période de l'année parce qu'il faut accueillir cette année à peu près un tout petit peu moins de 150 000 visiteurs. Et vous avez à peu près 4500 exposants sur une surface qui fait... Alors on a essayé de calculer, mais c'est plus d'une centaine de terrains de football, quoi. Voilà. Donc vous ne pouvez pas tout voir. Donc il faut d'abord avoir un travail préalable et se dire qu'est-ce que je veux aller voir au CES. Pourquoi, dans quel intérêt par rapport à mon métier, par rapport à mon entreprise, par rapport éventuellement à des investisseurs que je cherche ou à un déploiement sur une certaine zone géographique. Et puis après, une fois que vous y êtes, d'abord, il faut essayer de mettre ça en action, et puis il y a toujours une place pour la sérendipité, ce hasard qui vous fait rencontrer parfois la personne qui va peut-être changer une partie ou une totalité de votre modèle d'affaires ou de votre business tout simplement. Et puis il y a surtout après comment je capitalise, comment j'actionne, comment je rends cette visite actionnable sur le plan business. Donc ça a été l'objectif. Alors pourquoi on a fait ça? Parce que finalement la première année qu'on y a été, on a très très mal, ça avait commencé très mal, on avait très très mal choisi notre hôtel. Non pas en question du prix, mais question de localisation. Et donc, en fonction de la localisation, vous mettez plus ou moins de temps à vous rendre sur la zone d'exposition qui vous intéresse le plus par rapport à votre préparation. Eh bien, on s'est dit, on va conseiller un peu les délégations que l'on accompagne, puisqu'on a accompagné tout au long de ces années pas mal de délégations, des délégations d'entrepreneurs, des délégations régionales, des délégations de groupes de travail. Donc, c'est plutôt intéressant. On s'est dit, on va leur donner quand même quelques tips and tricks. Et puis un jour, on s'est dit, si on le mettait dans un livre. Bon, première édition, c'était en 2020, il y avait 140 pages. L'édition 2026, on a 220. Bon, on va vous dire qu'on a écrit plus gros, mais en fait, non. Mais on a ajouté justement des informations. Alors, c'est pas le guide du CES, hein, c'est vraiment le guide de ceux qui... Alors, plus orientés francophones et plus orientés européens, puisque finalement, on s'y déplace la plupart du temps pour la semaine entière. Donc voilà. Bon, ça, c'est une petite présentation. 5 minutes déjà. Oh, d'accord. Excuse-moi, tu vas couper. Et justement, donc je comprends. Tu peux pas te pointer là-bas les mains dans les poches sans avoir préparé à l'avance, ciblé pour le rendre utile, efficace. Allez, on fait un pas de côté. Historiquement, la tech en Europe, Vivatech, ça doit faire 10 à 15 Non, ans. non, Combien? 6 ans. Non, je crois que c'est la 7e édition cette année. Ah bah tu vois, ça s'est ancré. J'ai tellement l'impression que maintenant c'est Ah un. non, non, je crois Ah, que c'est la 7e édition. À vérifier, mais je crois que c'est la 7e. on a Berlin, toi qui connais justement tous ces salons, quelle différence tu vois dans les approches et dans la maturité? Est-ce que le CES demeure en avance de phase ou est-ce qu'on a un équilibre? Est-ce qu'en Europe, on est suffisamment bien représenté et mûr sur ces sujets pour avoir les tendances au moment où justement les salons ont lieu? Alors, c'est vrai on va comparer à Vivatech parce que Vivatech d'abord a été mis en place et promu par des gens qui avaient une voix qui portait, donc ils ont réussi à faire monter la mayonnaise assez fort. C'est un Vivatech, à la base, je trouvais le concept intéressant qui était, on a des leaders de marché, alors je sais pas moi, BNP pour la banque, Orange pour les télécoms, SNCF pour le transport, enfin bref, vous avez compris le système. Donc on a des marchés, des pans industriels, des pans d'activité qui sont présentés par un ou deux leaders, et ces leaders attirent par le biais de challenge des startups qui justement ont réfléchi à des idées de solutions, d'évolution, de nouvelles propositions de valeur dans ce secteur d'activité. Caisse automatique pour des grandes surfaces, gestion personnalisée du client à distance pour les banques, enfin on peut tout imaginer. Et ça, c'était le point de départ. Donc c'était très très loin du CES qui est quand même un show. Là, on était sur des personnes des Français et puis des Européens beaucoup, parce que c'est quand même un salon très européen et qui s'est voulu tout de suite très européen parce que dans les conférences on y parle uniquement anglais. C'était de dire voilà un secteur d'activité, on va essayer de rassembler autour d'un leader du secteur d'activité, alors LVMH évidemment pour le luxe, les entreprises, les startups, les innovateurs qui ont réfléchi à ce secteur et à des nouveautés, des innovations, des solutions à apporter à ce secteur. Et ça, c'était plutôt intéressant. C'est vrai que au fil des éditions, et pourtant il n'y en a pas tant que ça s'est plutôt transformé en un énorme Eureka Park qui est la zone d'exposition du CES où il y a toutes les startups. Ça s'est transformé dans cette forme-là, c'est-à-dire qu'il y a
toujours des entreprises qui sont les promoteurs d'eux, mais ils ont accueilli malgré tout aussi des régions, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui exposent. Et, l'année dernière, c'était le Canada qui était mis à l'honneur, mais vous avez des pays qui exposent, donc ils se sont rapprochés un peu de ce qu'est le Reka Park en version française, c'est-à-dire dans une version qui est plutôt plus sympathique, parce que on va dire l'organisation même, la circularité dans le salon est plus est ressemble à un salon, alors que le Reka Park, ça ressemble à une succession de petits box où on met les startups les unes à côté des autres, nichées derrière leurs petits calicots, leurs petites affiches, et puis leur tout petit espace pour faire une mini démo. Donc là, il y a un petit peu plus de place, hein, circularité différente avec des zones, etc., qui sont intéressantes, mais ça ne déborde pas sur et comment ça se traduit dans le grand public et comment ça se traduit. Par exemple, un des très très grands halls du CES, c'est le hall de la mobilité, avec quelques constructeurs, mais surtout tous les euh, tous les prestataires, tous les partenaires des constructeurs, que ce soit Corning, que ce soit Valeo, que ce soit enfin toutes ces entreprises qui sont les partenaires naturels des fabricants automobiles ou des acteurs de la mobilité. Bon, ça, on n'a pas ça sur Vivatech. Alors, cette année, ils changent de hall, ils passent au hall numéro 7 à la porte de Versailles. Donc on va voir ce qu'ils font sur les trois étages d'exposition, comment ils vont répartir les choses. Par contre, c'est vrai ils ont pris le parti d'organiser beaucoup de conférences, et c'est très intéressant de suivre les conférences. Alors on y perd du temps, alors on peut aussi les suivre en replay quand c'est disponible, et je pense que la Covid on a mis en place dans l'esprit de tous ces organisateurs d'événements la capacité d'avoir des conférences qui puissent être revisionnées après, a posteriori, pour que certains acteurs puissent se faire une idée précise sans se limiter à la traduction ou au résumé qu'aura fait une publication, un journaliste ou autre. Et ça, c'est vrai que Vivatech a toujours accueilli, au fil des années, des grands noms de la tech pour être sur le floor. Bon, on pourra citer Elon Musk, on pourra citer Mark Zuckerberg, on pourra citer les fondateurs de Google. Bref, à chaque fois, il y a des grands noms, et puis il y a des noms un peu moins connus du grand public, mais qui sont quand même des grands noms de la tech. On parlera d'Yann Lequin, on parlera de ces personnes qui font l'environnement technologique. Et ça donne. Par contre, on n'a pas cette, ce spectre aussi large que ce que vous aurez sur un CES. C'est pour ça que le CES reste quelque chose qui est très différent de Vivatech, même si certains disent que Vivatech, c'est le CES français. Mais en fait, non. Je crois qu'au début, ils avaient voulu essayer de nouer un partenariat, mais je pense que leurs visions sont très différentes. Puis un petit coup de patte aux gens de Vivatech qu'on adore. En plus, dans l'enseignement, ils nous font une place très particulière, très particulière, parce qu'ils acceptent que nos étudiants puissent venir en délégation pendant les jours professionnels pour pouvoir pénétrer justement ce monde de l'innovation où vous allez voir. Bon, alors l'année dernière, on voyait les petits robots pas trop chers d'Unitree, qui sont une marque chinoise, avec ces robots bipèdes qui déambulaient dans l'AI Avenue, qui est une des parties, qui était une des parties intéressantes des deux dernières éditions. Bon, on voit bien que euh, cette organisation, elle est à la fois très intéressante, mais elle a un petit défaut, c'est que elle annonce des chiffres qui sont juste un peu stratosphériques et pas vraiment et pas vraiment comparables. Simple exemple, Vivatech annonce un peu plus, je crois, de 160 000 visiteurs, Oui, c'est ça. alors que le CES en annonce 150 000. Je peux vous dire que pour aller sur les deux manifestations, il y a beaucoup plus de monde à Vegas qu'il y en a à Porte de Versailles. Sauf que, bah, en fait, vous rentrez un premier jour, bon bah vous badgez, pif, vous êtes visiteur, très bien. Vous rentrez un deuxième jour, vous badgez, donc vous comptez pour deux. Mais si vous sortez du parc expo pour aller manger au bistrot d'en face, vous comptez pour deux dans la même journée. Ils vous disent, hein, ils sont conscients. Mais ça a poussé l'organisateur du CES de dire, nous, on compte pas le nombre de gens qui rentrent avec les appels, on compte le nombre de badges que l'on a édités. Oui, bah, tu sais, ça me fait penser aux visiteurs uniques en tracking, hein, c'est le sujet Voilà, classique. exactement. De fois, Exactement. donc le CES, événement à dimension quand même
plus grande. Moi, je retiens que ça se prépare, que les Learning Expedition, c'est important. Bon, on te retrouvera à Vivatech, bien sûr, cette année, si tu nous fais Mm, l'honneur de mm. nous faire un petit débrief. Et c'est vrai qu'il y a cette logique où d'accompagner les étudiants. Moi, chaque année, j'accompagne les étudiants de l'École supérieure du digital. C'est quand même un moyen de s'inspirer et de voir tout ce qui fait la tendance de l'année. Et puis, je reviens aussi de Peter. Comme tu disais, il y a le temps court où on va voir les startups, les petites innovations qui émergent. Et puis, il y a le temps moyen et long où là, on est plus dans les grandes vagues. Alors, si on parle du CES et de ton feedback des 3-4 jours que tu as passé là-bas, qu'est-ce qui t'a marqué en grande tendance avant qu'on passe dans les petites choses qui t'ont étonné, les startups à retenir? Et donc, les grandes tendances, il y avait quoi à l'affiche qui annonçait des paradigmes, des changements de paradigme pour les 3-5 ans à venir et qui, quelque part, sort un peu du buzz aussi? Alors, je vais essayer d'être plus précis, bon, le plus précis possible. Euh, Moi, mon ressenti sur cette édition, ressenti global, c'est que c'est une sorte d'édition de maturité, alors on va dire maturité industrielle. Ça fait 2 ans qu'on vivait dans l'euphorie autour de l'IA générative, purement logicielle. On sent que de ce côté-là, il y a un apaisement. On va se calmer. On n'est plus dans l'effet waouh, mais dans comment on va pouvoir utiliser ces outils d'intelligence artificielle. Et là, c'est un CES qui devient d'un seul coup beaucoup moins brillant, beaucoup moins bruyant en paillettes, en promesses, mais beaucoup plus dense en solutions qui soient orientées déploiement. Donc, on est plus vers de la réalité. Et c'est vrai que peut-être que dans tout cela, ce qui est le plus marquant, c'est tout ce qui a été promu dès l'ouverture, puisque c'était lors d'une conférence le lundi 5, alors que le CES ouvrait physiquement ses portes le mardi. C'était la conférence très attendue de Jensen Huang, le CEO d'NVIDIA, qui parlait évidemment d'intelligence artificielle physique, de physical AI. Et cette année, en plus, il y a eu toute une partie de la surface d'exposition qui était sponsorisée par Nvidia, dédiée à la deep tech, où on parlait évidemment beaucoup de physical AI, c'est-à-dire cette capacité que l'IA va avoir d'interagir avec le monde réel via toujours des capteurs, des actionneurs sans passer par le cloud. C'est-à-dire qu'on on citera l'agentique embarqué, forcément, donc des systèmes multi-agents qui vont permettre à un appareil de prendre des décisions complexes en autonomie plus ou moins totale. Donc ça, c'était la grande chose qui a, le ressenti global, la grande tendance qui a émergé. Évidemment, on dit toujours qu'il y a des choses qui sont, on en parlait quand on a préparé un petit peu notre échange d'aujourd'hui, il y a toujours des choses qui sont toujours un peu surestimées. Bon, on ne dira pas trop, mais on parlera du métaverse et de ses multiples rebondissements. Comme tous les ans et cette année, il y en avait beaucoup. Des smart glass, des casques de réalité virtuelle, réalité augmentée, etc. On sait très bien qu'aujourd'hui, le public, tout au moins ce que l'on pressent et ce que l'on ressent au quotidien, nous, dans nos entreprises ou les dialogues que l'on a avec nos partenaires en entreprise, on sait que le public, il veut de l'utilitaire, pas forcément de l'immersion forcée. Alors, c'est vrai que les fabricants aujourd'hui, sur tout ce qui est autour des smart glasses notamment, ont allégé les dispositifs, réduit éventuellement l'ambition fonctionnelle pour se limiter à des fonctions qui ne consomment pas trop d'énergie et donc garder une autonomie raisonnable pour que le dispositif soit utilisable. Mais c'est vrai que ça rentre un petit peu dans tout ce qui a toujours été surestimé ces dernières années et dont on voit la queue de la comète. Donc les grands thèmes qui ont structuré ce CES 2026, c'est vraiment donc l'IA agentique, ça c'était clair. Mais on l'a vu également avec l'agentique commerce pour ceux qui ont poursuivi leur parcours en revenant en Europe, en faisant un stop à New York sur le NRF, sur le Retail Week Show. C'est évidemment tous ces dispositifs d'agents ou de multi-agents qui travaillent entre eux pour arriver au final à prendre des décisions. Deuxième point, et ça a été soulevé notamment par tous les fabricants
de processeurs. Et la conférence de la Big Boss d'AMD a été très parlant à ce niveau. C'est de dire aujourd'hui, on va porter l'intelligence artificielle au cœur même des dispositifs et on va essayer au maximum de se désolidariser ou de se dédouaner du cloud. Donc de l'edge AI, c'est-à-dire de l'AI sur le dispositif avec un calcul qui se fait localement. Alors à la fois pour plus de sécurité, bien sûr, mais à la fois pour plus de réactivité. Et donc, c'est la multiplication des performances des processeurs neuronaux comme on les a déjà vus apparaître il y a quelques années. C'est pas une nouveauté, hein, mais c'est juste une évolution de leur performance et donc de leur prix pour pouvoir intégrer des PC ou alors des personal computers qui soient dopés à l'IA. Et ça, c'est la promesse des différentes annonces, notamment d'une entreprise comme AMD. Et puis un autre thème structurant, ça a été la durabilité, hein, la longévité, l'âge, ça a été et donc la santé. Alors après, on va dire dans tout ça, quid de l'efficience énergétique du calcul de l'intelligence artificielle? Eh bien, ça a été évoqué, j'en parlais il y a quelques secondes par Jensen Huang dès le début de l'ouverture de cette semaine à Vegas, c'est ces opérateurs travaillent sur en permanence la sobriété énergétique de leurs outils de calcul. Mais on sait très bien que l'effet rebond, c'est la sobriété énergétique nous permet de mettre plus de processeurs et donc quelque part de consommer toujours autant d'énergie et par contre de calculer 10 fois plus de choses peut-être. Mais voilà, je suis pas persuadé que ça soit une tendance à la baisse, même si les processeurs sont eux plus sobres en énergie. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà, j'essaie de faire Non, mais moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'effectivement, on est peut-être moins dans le buzz et la partie apparente des innovations, mais dans les vagues de fond. L'énergie, au moment où Elon Musk et puis les grands acteurs de la tech envisagent de mettre des data centers dans l'espace pour avoir une énergie limitée en solaire et puis des refroidissements plus performants. On a un gros sujet sur la consommation énergétique et refroidissement avec l'eau. Donc ça, d'un point de vue capacité à soutenir voilà, l'intensité de consommation, c'est vrai que c'est structurant. Je retiens aussi ce que tu évoques sur la partie edge computing, où ça a des vraies le. applications dans l'industrie. Et puis quand on en revient au B2C, au wearable, je pense à John Ive, dont la startup avec le Pin AI a été rachetée par Mhm. OpenAI. Ça montre qu'il y a une vraie intention d'arriver à un usage où, au quotidien, sur notre monde, dans nos lunettes, ce qu'on veut, on va avoir enfin, parce qu'on l'attend quand même, c'est pas les Siri, les Alexa et autres qui ont ce niveau-là, mais des assistants personnels qui vont être en proximité et puis nous accompagner dans la santé, dans la capacité à faire du monitoring health. J'ai cru comprendre que ça aussi c'était une grande tendance dans les Mhm. services à la personne, et, au-delà du wearable, hein. Et donc, dans votre compte rendu, ce qui m'a marqué, c'est la mobilité, où j'ai cru comprendre qu'il y avait un hall complet, là tu nous l'as dit tout à l'heure. La Mhm. santé, est-ce que tu as vu d'autres tendances? Donc énergie, ça en fait trois. Est-ce qu'il y a d'autres choses à retenir de cette année, ou avec ces trois-là, mobilité, santé et puis énergie, on a fait le tour? Alors, on a à peu près fait le tour. Si on veut, on peut continuer sur tout l'aspect robotique, mais l'aspect robotique, c'est se raccrocher à l'IA physique. Voilà. Donc on est et d'ailleurs quand on parle de mobilité, on parle on parle de robots en mobilité. Enfin, il y avait eu une très grande place. Alors, ce qui a impressionné tout le monde cette année, c'est le stand d'Amazon Mobility qui présentait une version euh, en action de Zoox, c'est-à-dire son système de robot-taxi qui véhiculait moult personnes dans Las Vegas durant ce CES. Ce petit robot taxi n'est plus une voiture de série que l'on a adaptée en lui adjoignant des radars, des lidars et des caméras. C'est une petite nacelle, hein, voilà, où vous êtes deux face à deux. C'est comme un carré 4 places dans le TGV.
Il y a plus de volant, il y a plus rien. Et vous vous déplacez dans une circulation de grandes villes comme Las Vegas, à l'allure des autres. Donc vous êtes dans la circulation. Alors évidemment, vous allez me dire, mais ça fait X années que Waymo, dans certaines villes américaines, y sont. Oui, mais là, Waymo, c'était encore une voiture de série qui était adaptée et dont les opérateurs à distance pouvaient aussi reprendre le contrôle. Là, on est aussi sur de l'opérateur qui peut surveiller, mais on sait que on commence à franchir une barrière, peut-être une barrière qui est une barrière psychologique. C'est se dire, ah, je monte dans quelque chose où il n'y a même pas le volant, où je pourrais être tenté de dire, allez, je saute dessus pour sachant que ces voitures sont ultra prudentes. Mais donc, quand on parle de robots, bah, la mobilité, c'est aussi beaucoup, beaucoup de robots. Euh, Puisque finalement, si on veut parler dans un premier temps de la mobilité, aujourd'hui, on parle de software defined space, c'est-à-dire la voiture intelligente et c'est le logiciel qui définit la voiture. Et on voit bien d'ailleurs la course que font les différents constructeurs pour s'associer avec des sachants en software, parce qu'on voit bien que la voiture de demain, ce qui permettra son adoption et sa différenciation, ça sera la qualité de la prestation soft qui sera intégrée. Et c'est pas pour rien que chercheurs, même s'il est parfois controversé avec ses chemises hawaïennes et son franc-parler comme Luc Julia, est directeur scientifique de Renault. C'est après être passé par Samsung, après avoir été l'un des cofondateurs de Siri et être repassé par Apple. Donc on voit bien qu'il y a une volonté vraiment des constructeurs d'aller nouer des partenariats, d'aller chercher des talents pour que le software intègre vraiment le hard, c'est-à-dire le véhicule qu'ils savent depuis plus d'une centaine d'années construire à merveille. Et ça, dans la mobilité, c'était très clair. Mais il y avait ce qui était mis en avant, encore une fois, c'était le triomphe du Edge AI, c'est-à-dire une conduite autonome de niveau 3 ou 4, et sur lequel on peut plus compter sur la latence d'un réseau potentiel. Tu vois, moi, je suis momentanément un peu en dehors du centre de la capitale. Bah, j'ai un réseau qui parfois est un peu moyen, hein, voilà. Mais ce qui est normal, hein. En France, on n'est pas de population trop dense, donc le réseau, il est pas forcément toujours très bien couvert. Et puis quand il est mal couvert et qu'il y a une surcroît de population à un endroit, bah, n'essayez pas d'aller téléphoner quand vous êtes au CES. Hein, tout le monde a son téléphone et le réseau, il est surchargé. Donc c'est toujours pareil. Donc on voit bien que se dédouaner des réseaux, avoir du calcul en embarqué, donc l'IA embarqué va traiter les données, notamment les données critiques, euh, en microsecondes, tandis que le cloud va gérer uniquement des mises à jour cartographiques ou des services qui sont liés au confort. Donc on voit cet état d'esprit dans la mobilité. Donc en termes de maturité, par exemple, on a forcément Waymo, forcément Zoox, forcément Hyundai qui présentait des robots taxis. Il y avait un partenariat avec Nuro, Uber, et j'ai oublié la troisième marque, pour toujours pareil, arriver à produire ces machines dites intelligentes que l'on va pouvoir déployer. Alors je sais qu'il y a des premiers tests qui arrivent sur le territoire européen, notamment par Londres, quelques tests en Allemagne. On parle toujours pas de tests en France de ce type de dispositif. Bon, ça fait partie des réflexions. Doit-on bloquer sur le plan réglementaire certaines innovations qui permettraient peut-être d'avancer, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur la mobilité, c'est un grand sujet parce que on voit que s'il y a quelques années, le CES avait été surnommé le Cars Electronic Show par la superficie que prenait Stellantis qui y a exposé, Mercedes qui y a exposé, enfin tout un tas de constructeurs automobiles d'envergure internationale y exposaient. On y est un peu moins présent en termes de constructeurs, mais par contre, en termes de tous les sous-traitants de l'automobile, ils sont justement parce que les recherches en matière d'upgrade de la capacité de se mouvoir de façon plus efficiente demain, plus confortable et plus sécurisante, est un leitmotiv qui est année après année mis en avant sur le CES. Et on voit même, et je finirai par là, puisque c'était une proposition qui avait été faite notamment par Nvidia, ils ont dévoilé un nouveau processeur qui s'appelle Alpamayo,
qui est en fait un processeur, une plateforme d'IA destinée aux véhicules autonomes et qui mise sur un raisonnement de haut niveau, Dixit Jensen Huang, qui va imiter l'humain plutôt que de simples réactions basiques. Et je pourrais en profiter pour te parler du World Model de Yann Lequin qui travaille sur une recherche en intelligence artificielle. Bon, on va pas présenter Yann Lequin, c'est pas le propos, qui a quitté Meta il y a quelques mois pour fonder une start-up qui est déjà valorisée à près de 4 milliards de dollars sur une recherche pour un futur plus ou moins proche qui va mettre au rang de préhistoire les LLM que l'on connaît aujourd'hui. Pour la bonne et simple raison, c'est que une voiture autonome, puisqu'on parle de mobilité, a besoin de connaître parfaitement tout l'environnement. Et pour ça, elle doit apprendre l'environnement dans lequel elle va devoir se mouvoir. Vous, moi, pour la plupart, on a notre permis de conduire. Vous débarquez dans une ville pour vos vacances, c'est la première fois que vous allez dans la ville. Vous n'avez pas besoin de parcourir la ville 10 000 fois pour savoir comment vous allez vous déplacer dans la ville. Parce que vous savez voir ou imaginer l'image d'après, anticiper, c'est-à-dire être en veille sur ce qui va se passer. Et ça, l'intelligence artificielle telle qu'elle est conçue actuellement, c'est pas le faire. Elle ne sait qu'emmagasiner des données passées pour se comporter dans un moment présent. Et les recherches de Yann Lequin dans son World Model, c'est qu'ils sont nommés GEPA, JEPA, c'est d'aller chercher un système qui va être capable de comprendre ou d'imaginer ce qui se passe après. Comme nous, en tant qu'humains, on imagine ce qui se passe après. Tout le monde s'est réveillé un matin un peu fatigué, a pris sa voiture et s'est fait surprendre à un carrefour en disant voilà, j'ai eu une baisse de la tension parce que je ne me suis pas projeté dans un futur très très proche qui va me permettre de m'organiser et de faire un choix en termes de conduite. Et bien là, on voit bien que pour l'instant, on a besoin tout du moins au niveau de la mobilité, par les systèmes actuels, on a besoin de déployer beaucoup de calculs en autonomie pour gagner justement sur tous ces calculs critiques des microsecondes salvatrices. Mais peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, on dira mais ça c'est encore une fois c'est la préhistoire. Voilà. Mais c'est intéressant parce que c'est aussi un signe de maturité dans ce domaine de la mobilité où on est passé des grands acteurs et je suppose en général plutôt des shows marketing prospectifs quand les concept cars, les véhicules du futur sont présentés, à finalement la distribution sur l'ensemble de la chaîne de valeur, les sous-traitants que tu évoquais, et puis les futurs acteurs technologiques qui vont apporter voilà, cet angle qui permet de faire le calcul via les puces en local et avec toute la performance que tu évoques. Donc c'est plutôt bon signe. On en est proche, voilà, de déploiement grand public au-delà des autorisations. Londres, tu vois, en France, je sais que on discutait avec Renault justement sur ces sujets-là. La complexité réglementaire et le risque pris pour mettre des millions de véhicules autonomes est tel que réglementairement, on en a encore quand même pour quelques années avant qu'on puisse voir des déploiements sur les routes. Alors, le secteur de la mobilité étant mis de côté, tu m'as dit que la santé était un domaine important. Si tu peux nous faire un petit résumé de ce que tu as vu dans ce domaine-là, qui peut être de nature, alors, soit voilà, les grands noms, est-ce que ce sont des labos qui sont là-bas, est-ce que ce sont des startups, est-ce qu'on est plus sur le device ou est-ce qu'on est plus sur les solutions d'analyse? Petit focus santé sur ce que tu as vu. Alors si on parle des grands noms, on va enfin même pas des grands noms, on va parler de quelques noms qui parlent à tout le monde. On peut parler d'Abbott. Bon. Qui arrivait avec de nouveau des évolutions sur leur langage lingo et de nouveaux capteurs, notamment sur la glycémie, pour faire des calculs non invasifs. On peut parler d'une société plus petite mais française qui est Withings, qui revenait cette année avec une balance connectée qui était sortie il y a 2 ans et qui s'appelait le Bodyscan. Ils sont revenus cette année avec le Bodyscan 2, ouais, évolution. Mais ce qui est intéressant dans la promesse, commercialisation courant 2026, pour l'instant on ne voit que la promesse, c'est que les différents capteurs qui seront
accessible à la fois du côté de la balance, mais surtout du côté de la poignée que vous tenez entre les mains, qui était déjà le cas de leur première version d'il y a 2 ans, vont être capables de remonter des informations qui sont sur le temps long en capacité de vous fournir des évolutions tendancielles de votre état de santé et donc de créer potentiellement des alarmes pour prévenir de l'hypertension potentielle. Ils nous promettent de calculer l'âge de votre cœur et donc d'une certaine façon, on rentre dans cette longévité augmentée ou cette santé augmentée avec un monitoring permanent qui va permettre à des dispositifs pas forcément d'avoir une précision ultra médicale, et j'en parlais avec des membres d'une délégation qui sont justement euh, des, euh, des, euh, des chercheurs en matériel médical, notamment dans les réseaux hospitaliers. Donc, quand il s'agit d'acheter un nouveau matériel, bah, ils se renseignent sur les capacités en termes de calcul, en termes de fiabilité, en termes de précision, en termes de nouveauté par rapport au matériel précédent. Et c'est vrai que leur remarque était tous ces dispositifs de santé à la maison, hein, de cette santé, de cette home health tech étaient des dispositifs qui avaient relativement peu de précision, mais qui permettaient malgré tout à avoir un, un suivi sur le temps long qui permettait, que ce soit à un praticien ou que ce soit même au patient lui-même, de se rendre compte de l'évolution de son état de santé. Et ça, c'était évidemment un élément fondamental. Et puis, tout un tas d'autres petites sociétés qui, par le biais de capteurs intelligents dans les vêtements, dans les lits, dans les miroirs, sont capables de détecter un certain nombre de signaux, alors des signaux autour du métabolisme de la personne, avec l'objectif permanent de dire on essaye d'avoir en avance de phase, on essaye de détecter une potentielle pathologie. Donc l'IA en santé, est-ce que c'est crédible? Est-ce que ce ne sont que des promesses? Bah, la crédibilité, c'est encore toujours pareil, hein, c'est ce diagnostic prédictif sur l'analyse de biomarqueurs en continu. Et on peut dire qu'aujourd'hui, ça marche plutôt assez bien. Et l'exemple de WeSing en est la preuve. Ouais, donc Après, la pardon, promesse, c'est est-ce que l'IA est capable de remplacer une consultation médicale? Non. Donc non, voilà. mais je pense que c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire ça vient en complément et l'état de l'art est tel que, au-delà des autorisations de la FDA aux États-Unis ou Mhm. en France, des agences de santé sur est-ce que c'est un device médical ou est-ce que c'est de la mesure informative, c'est quand même une aide au diagnostic et notamment pour voir les patterns sur le moyen long terme, hors consultation où on est dans l'instant T. Donc, et quelque part, moi, j'étais très intéressé par l'innovation dans le quantified self ou pour les Mhm. sportifs, pour tous ceux qui aiment la métrique. Il y a une grande tendance côté consumer avec des offres de services aux États-Unis, des plateformes qui te proposent justement de mettre tout en commun sur tes différents capteurs biométriques et dans l'offre de santé aux États-Unis, un abonnement mensuel qui te donne accès aux praticiens et qui vont te conseiller justement sur les bonnes pratiques dès qu'il y a un soupçon de début de pathologie ou des choses comme ça. On n'est pas encore assez mûr en Europe parce qu'effectivement, on est sur de la donnée de santé, des usages qui sont très, très réglementés. Mais ces sujets-là sont passionnants et j'entends qu'au final, on est plus du côté du diagnostic et on s'approche vraiment des devices médicaux. Donc là, on est dans l'écosystème entre praticiens, pharma et enfin big pharma, et puis fournisseurs de dispositifs au service du patient et du praticien. Donc un peu plus de maturité. Écoute, alors ça nous amène. Moi, j'ai compris qu'il y avait tous les gros classiques et finalement qui soulignent les tendances fortes, là où il y a des gros investissements, les Nvidia, les constructeurs automobiles, la botte. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de tes coups de cœur, les choses inattendues ou qui t'ont vraiment marqué, que ce soit des tout petits, des moyens? Quels ont été tes quelques fun facts étonnants? Ouais, c'est toujours un peu compliqué d'aller chercher parce que alors moi je vais donner une start-up qui m'a impressionné. Alors on n'est pas dans la santé, on est plutôt dans la sécurité.
C'est une start-up française, alors franco-suisse, parce qu'ils sont un peu à la frontière, ils viennent de la région Rhône-Alpes, donc pas très loin de la Suisse, qui s'appelle Ventree. Leur promesse, c'est d'être capable d'identifier quelqu'un par rapport à son image veineuse. C'est-à-dire que vous présentez au dispositif, au capteur, votre main et votre poignet, et donc en fonction de votre tissu veineux, on vous identifie de façon bien plus précise que l'iris de votre œil ou vos empreintes digitales. Et alors, ce qui est intéressant, c'est le parcours des fondateurs de cette société. Ils se sont retrouvés, enfin l'un d'entre eux s'était retrouvé lors d'un ouragan à Haïti, il y a quelques années, qui a fait défrayer les informations du monde entier, tellement ça a été meurtrier. Et ils avaient un vrai problème d'identifier les morts. Et en fait, l'empreinte veineuse permet d'identifier même quelqu'un qui est mort. Et donc, en fait, ils ont commencé à chercher dans ce domaine. Et là, on est sur une brique technologique ou un verrou technologique qui permet l'authentification. Donc, bien sûr, dit comme ça, bah, à quoi ça sert? Eh bien, ça pourrait servir à des tas de dispositifs dont on a besoin absolument d'identifier de façon certaine la personne parce que ce n'est pas imitable. Vous avez tous vu Tom Cruise avec ses yeux artificiels pour voilà, ou les empreintes digitales que l'on colle. Eh bien, ça, on peut pas. On peut pas imiter l'image veineuse de votre main, de votre réseau veineux de votre main. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà, une start-up qui m'a tout à fait surprise. Euh, qu'est-ce que je pourrais il y a une autre, là on revient un peu dans la santé, une start-up avec une technologie qui intègre maintenant les smartphones et qui vous promet, grâce simplement avec un selfie, euh, enfin un selfie vidéo quand même, hein, d'une petite trentaine de secondes, va obtenir un bilan de santé complet. Alors encore une fois, hein, la précision est à mettre sur le côté, hein, mais par contre, ça peut être intéressant de voir sur le temps long. Elle s'appelle Neuralogix et c'est plutôt assez intéressant parce qu'ils vont travailler sur l'attention, sur les risques cardiaques, grâce à l'imagerie optique qu'ils appellent transdermique, que vous allez pouvoir avoir directement depuis votre caméra frontale de smartphone, mais ça peut être intégré, et ça l'a été pour certains dispositifs, dans des miroirs que vous allez installer dans votre salle de bain. Et donc on rentre là-dedans dans les schémas classiques où on va faire de la captation de données qui sont des données sur le temps long. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Parce qu'il y en a plein, moi j'en ai toujours noté quelques-unes. Euh, on est dans un système aujourd'hui qui permet de se dire que dans ces petits acteurs, j'ai relevé autre chose, toujours une start-up française, parce que il faut dire que cette année, on était la quatrième délégation. Alors, très loin derrière les États-Unis, la Chine et la Corée, très très loin, très très loin, hein. Je crois que les États-Unis, c'est 1400 entreprises, la Chine, la Corée, c'est à peu près 800 chacune, et nous, on était à 160, hein. Bon, mais on était quand même la quatrième nation représentée. Et j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec une entreprise qui a trouvé un dispositif, notamment parce qu'ils étaient incubés par Michelin, un dispositif de canopée pour automatiser pour protéger la vigne. Donc imaginez, parce que là on n'a pas la vidéo pour vous l'expliquer, imaginez un parapluie qui s'ouvre de façon rectangulaire sur 6 mètres, et la largeur du parapluie, évidemment, c'est la largeur d'un rang de vigne, et donc sur 6 mètres, il se déploie, et donc va protéger de certaines intempéries, que ce soit de certaines intempéries qui tombent, éventuellement grêle, mais surtout de tout ce qui est variation de température violente, puisque finalement, en étant au-dessus de la ligne, il va
euh, bloquer en fait l'évaporation, enfin la perte de chaleur du sol par une vague de froid, et donc va permettre de passer certaines vagues de froid. Pour cela, et d'ailleurs ils ont eu un Best Innovation Award, donc ce qui est quand même la récompense ultime au CES. Il n'y en a pas beaucoup qui sont distribués. Il y a beaucoup de gens qui sont honorés, mais il y en a peu qui reviennent avec le trophée. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, bien sûr, la question que je leur posais, c'était, mais il faut combien de parapluies, hein, parce que ça se plante comme un piquet de vigne. Il en faut combien pour couvrir un hectare? Alors, la réponse, évidemment, était un peu floue. Ils disent, bah, ça dépend comment, si les rangs de vignes sont plus ou moins serrés, mais il en faut entre 500 et 1500. Donc, c'était évidemment beaucoup. Mais par contre, ça peut complètement sauver la récolte d'un viticulteur. Et c'est avec les viticulteurs, d'ailleurs, qu'ils ont co-construit ce dispositif qui est aujourd'hui en cours de commercialisation. Donc, voilà trois startups. Tu vois, je m'attendais toujours à ce type de questions, mais j'avais pas spécialement noté. Mais voilà, au fur et à mesure de notre échange, voilà ce qui me vient à l'esprit. Toi, dans des domaines très très différents. Bah, c'est intéressant et tu nous l'as dit, ça couvre vraiment une diversité d'innovations telle que c'est unique au monde, le CES. Bah, écoute, je te remercie pour ce feedback et puis ce petit topo. On se donne rendez-vous peut-être pour après Vivatech et puis bien Ah sûr bah l'année oui, avec grand prochaine. plaisir. Bah, pour rappel, toi, tu accompagnes justement en Learning Expedition des clients des institutions. Là, cette année, au CES, c'était une délégation française de Rhône-Alpes, je crois que tu as accompagné. Oui, alors la délégation Rhône-Alpes, on l'accompagne depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'on travaille avec eux, justement. Certaines délégations, on les a accompagnées pendant. C'est-à-dire que on les accompagne pas en learning forcément expedition parce que ça prend du temps, mais on les accompagne en amont. C'est-à-dire que soit on leur concocte un parcours thématique préparé à l'avance, laissant la place évidemment toujours un peu à la sérendipité pour eux, afin qu'ils, dans un premier temps, sur une demi-journée ou sur une journée, ils aillent glaner des informations essentielles qui vont leur permettre après de rebondir sur les 2 jours de salon supplémentaires qu'ils vont parcourir. Et puis parfois on complète ça par une rencontre informelle en fin de journée pour échanger avec eux sur ce que eux ont vu, ce que eux ont perçu et ce que nous avons perçu sur le vivre. Parce qu'encore une fois, préparer un salon, c'est se fier à ce que l'on annonce. Le vivre, c'est aussi voir ce qui a été promis éventuellement par quelques annonces qui ont précédé le salon. Donc ça, on le fait. C'est vrai que sur Vivatech, on accompagne un petit peu plus certaines délégations, là pour le coup physiquement, mais ce sont des déambulations plus courtes, hein. Ce sont des déambulations généralement d'une heure sur une thématique précise. Alors, ça peut être un service marketing, ça peut être un service d'open innovation, ça peut être un service de R&D ou même un COMEX d'entreprise qui lui a des besoins qui sont beaucoup plus différents des trois autres types de services que j'ai précédemment cités. Euh, donc ça, c'est ce que nous savons faire avec Mathieu et puis d'autres personnes avec lesquelles on collabore sur ce type d'événement. Mais c'est vrai que le CES, c'est particulier parce que entre les dizaines de conférences qui sont quasiment en simultané et l'étendue des zones d'exposition, qui vous font un temps infini pour aller d'une zone à l'autre, c'est très très compliqué d'organiser des Learnex sur le salon, ou alors c'est se cantonner. Et je sais que mon camarade d'écriture, Mathieu Deboeuf, précédemment cité, l'a fait, mais quasiment n'est pas sorti du Venetian Campus, c'est-à-dire de 4 halls, dont le hall d'exposition des startups, euh, parce que justement, pour des problèmes de déplacement, vous ne pouvez pas accompagner une personnalité, que ce soit un groupe d'ingénieurs ou quelques dirigeants d'une entreprise quelconque sur toute la surface d'exposition. Parce que ça prendrait beaucoup trop de temps en déplacement. Donc il faut se cantonner, faut cibler. C'est pour ça qu'on prépare et en fait on co-prépare généralement et puis on débriefe sur place.
Et ça, c'est plutôt intéressant. Alors, il faut évidemment avoir Et alors, puisqu'on on se quitte sur le bilan et je te remercie pour ton retour d'expérience, ton éclairage, c'est quand même une expérience unique de pouvoir y aller. Donc pour ceux qui ont la chance de le faire, retenez que ça se prépare longtemps à l'avance, que c'est peut-être bien d'être accompagné. Il y a à la fois des aspects logistiques et puis une immensité des prestataires, parce que tu nous citais 1400 startups américaines, 1300 chinoises et 160 françaises. Au total, toute délégation confondue, ça doit bien faire 4-5 000 stands de start-up, plus les grands. Donc effectivement, j'imagine qu'en 3-4 jours, on n'a pas le temps de tout voir, d'où l'intérêt voilà, de bien préparer. Alors comme on se quitte Lionel pour aujourd'hui et avec nos remerciements, c'est peut-être l'heure des pronostics pour l'année prochaine. Si on, on regarde dans la boule de cristal, qu'est-ce que tu c'est quoi ton pronostic sur les grands sujets de l'année prochaine? Qu'est-ce qui va s'imposer et qu'est-ce qui sera à l'agenda? Et puis, comme ça, on se reverra l'année prochaine et on verra si la tendance était prédictible. Je pense qu'on va de plus en plus rentrer dans l'ère de l'interaction naturelle. Aujourd'hui, c'est vrai que il y a quelques années, quand Alexa a débarqué, on s'est dit ah, ça va tout révolutionner, mais on voit bien que c'est extrêmement limité. C'était extrêmement limité. Et ça devient de moins en moins extrêmement limité. Alors même si certains ont du mal à prendre le train en marche, on voit comment Google a affûté ses armes en matière d'intelligence artificielle, que cette intégration se fait même sur le dos d'Apple pour les fans de la marque à la pomme. Donc on va avoir de moins en moins d'interfaces écran-clavier et de plus en plus d'interactions naturelles, voix, gestes, contexte, parce que les dispositifs embarqués vont permettre de comprendre ce que l'on fait, voire même de prédire, donc de comprendre un peu nos intentions. Parce que sur le temps long, ils auront capté notre façon d'être. Je pense pas que demain, on ait beaucoup plus de robots qui plient le linge et qui mettent vos assiettes dans votre lave-vaisselle, comme LG l'a présenté avec Chloé ID. Mais par contre, on va avoir, encore une fois, la technologie, elle est efficiente quand elle est invisible. Et quand on va revoir ces interfaces naturelles qui vont, dans un certain nombre de moments de notre journée, de notre vie, vont nous permettre d'interagir de façon plus fluide, plus simple, c'est probablement ce que on verra d'autant plus émerger dans la Bon, ben, mobilité, dans la santé, dans tout un tas de domaines de notre vie. Ouais. j'ai hâte d'y être. Je reprends ton point sur le Edge et puis les wearables. Le prompting est mort, vive le prompting. Bientôt, on n'aura plus besoin de prompter. Il va Exactement. falloir que je t'envoie tous mes supports de cours pour les étudiants sur comment faire des bons prompts. Parce qu'effectivement, c'est un sacerdoce. Si on regarde même il y a un an, il fallait s'adapter à la logique du LLM et puis prompter spécifiquement. On a quand même beaucoup plus de fluidité aujourd'hui. J'ai hâte d'être à l'année prochaine pour vérifier si tes prédictions, effectivement, se révèlent. On sait que la tendance est là, et après, c'est toujours une question de vélocité. Est-ce qu'on sera mûr l'année prochaine? Lionel, écoute, je sais que tu nous as dit que tu étais pas à la capitale, mais donc je te remercie énormément pour ton temps sur tes congés à la montagne pour la petite anecdote. Donc je te souhaite une superbe journée avec plein de soleil, de neige. Profite bien. Et puis, un grand merci pour ce retour d'expérience. Je te réaccueillerai avec plaisir pour les insights de Vivatex si tu nous en fais l'honneur. Merci à toi pour l'invitation. Excellente journée et puis à très très vite. À très bientôt, Lionel. Salut.